Nous recevons maintenant avec beaucoup de plaisir Simon Abkarian. Rejoignez-nous. Vous êtes acteur, dramaturge, vous êtes français, bonjour à vous, d'origine arménienne. On est très heureux de vous recevoir parce que depuis quelques jours évidemment, et encore hier au début du journal de TF1, on découvrait, avant-hier d'ailleurs, mais aussi hier, des images de l'exil forcé d'Arméniens, de familles, d'hommes, de femmes, des milliers qui fuient le Haut-Karabakh. Il serait plus de 70 000 à être partis en quelques jours, hein, Xavier, en une semaine. Voilà, on voit là les personnes qui partent. Il y avait des files de voitures très impressionnantes sur les routes. Des Arméniens qui quittent un territoire qui, pour eux, évidemment, voilà, est devenu inhospitalier. Qu'est-ce que ça vous fait, Simon Abkarian, vous qui puisez vos racines familiales en Arménie, de voir ces images? Bon, ben, ça me fait de la peine. Ça me déchire le cœur et l'âme. Mais c'est pas seulement en tant qu'Arménien, c'est aussi en tant que Français, citoyen européen, que je suis déçu et déchu, quelque part, de ce qui se passe en ce moment en Arménie. De voir que ça recommence, quoi, que ça continue, que ce qu'avait dit Aliyev et Erdogan tiennent parole. Alors on va préciser, hein, Aliyev, évidemment. Président de l'Azerbaïdjan et Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Oui. Réélu récemment. Oui. Réélu récemment. Comme M. Aliyev, réélu récemment. M. Aliyev, ça fait... après son papa, à 98% des voix, voilà, on se comprend. Donc non, ça me fait de la peine de voir, de voir que ce peuple qui vivait sur ces terres ancestrales depuis plus de 2000 ans est obligé de partir pour plusieurs raisons. Depuis 1993, même si on doit... Parce que je trouve dommage aussi, c'est qu'on a manqué de perspective historique et pédagogique quant à ce conflit. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre un conflit, on ne peut pas le traiter si on ne remet pas dans son contexte historique. Et on a fait fi de cela et on a mis les Arméniens sur le même plan que les Azéris. Ce qui est une injustice et une erreur, je pense, politique majeure. Et de penser de pouvoir dissocier ce conflit de celui du reste du monde est aussi une erreur majeure, parce que nous sommes peut-être pas adossés à la Pologne ou à l'Europe occidentale, mais nous sommes adossés à l'Iran, à la Turquie. Vous dites 2 poids 2 mesures, c'est ce que j'entends? Non, je dis de la bêtise surtout. De la bêtise ouais, 2 poids 2 mesures, mais c'est un raccourci, c'est encore plus grave et plus complexe que le 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures par rapport à l'attention qu'on porte à l'Ukraine, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Moi, je n'opposerai pas les Arméniens aux Ukrainiens. Je pense que les Ukrainiens souffrent suffisamment pour ne pas dire en plus qu'on est jaloux de leur attention. Non, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que Poutine et Aliyev, c'est les mêmes. C'est la même mentale, c'est le même comportement de gangster, c'est les mêmes menaces, qui sont des menaces physiques, littéralement, sur d'autres leaders, comment dire, démocratiquement élus, comme l'a été Pachinian. Après, on est d'accord ou pas en tant qu'Arménien avec Pachinian, ça c'est notre problème. Mais l'histoire, c'est que tout d'un coup, il y a un type qui se dit, je vais me tourner vers l'Occident, et puis je vais essayer de démocratiser mon pays. Et de sortir de cette alliance qui est faite d'alliance, c'était quelqu'un qui le chope par le col depuis longtemps. Vous êtes allié à quelqu'un qui vous met un flingue sur la tête et les Occidentaux, parfois, oublient de le mentionner, cette alliance forcée. Parce que c'est tout le temps des menaces. Vous l'entendez encore, les Russes, quand ils parlent de Pachinian, c'est de sa faute. Vous permettez qu'on écoute quelques instants une propagandiste russe qui s'appelle Simonian et qui a parlé dans ces termes de votre Premier ministre arménien, pardon, en faisant un parallèle avec le président Sarishvili. Et non, il faut écouter parce que c'est très dur. C'est fou comme le sort de Saakashvili peut apparaître si attrayant. Pourquoi son histoire ne sert de leçon à personne? Il a perdu les meilleurs morceaux de son territoire. Et maintenant, il est emprisonné dans un hôpital et il bêle comme un mouton. Personne n'a besoin de lui. Il ne ressemble plus à rien et va probablement mourir bientôt. Est-ce que c'est un sort tellement enviable? Comment est-ce qu'un Pachinian ne peut pas comprendre que c'est exactement le même sort qui l'attend? Les Occidentaux laissent toujours tomber leurs vassaux.
Ils peuvent promettre 1, 2, 3 maisons à Los Angeles, avec 1 ou 2 piscines, un jardin, tout ce que vous voulez. Ils vous laisseront tomber parce que vous êtes un vassal. Voilà, comment voulez-vous trouver le langage avec ce genre de personnes? Parce que ça, c'est la Russie, mais Aliyev, c'est pareil. Et Erdogan, c'est pareil, qui dit « n'oubliez pas la leçon de 1915 ». Enfin, c'est des menaces, et des menaces viles et basses, quoi, et qui sont la manifestation antidémocratique, c'est-à-dire qui sont à l'encontre de nos utopies communes, européennes. Et c'est vrai que quand on voit Mme von der Leyen se jeter dans les bras de Aliyev pour établir ce contrat gazier, et elle, condamnant à juste titre M. Poutine en disant on va boycotter son gaz, va se jeter dans les bras du même en plus petit caucasien, quoi. Sachant qu'une partie du gaz russe, enfin c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait ici, qu'une partie du gaz russe passe par les terminaux blanchis comme ça. Il faut peut-être expliquer qu'on s'est tourné vers le gaz azéri parce que justement on cherchait des alternatives au gaz russe. C'est ça qui a jeté entre guillemets l'Union européenne. On peut chercher des alternatives au gaz russe, mais on peut aussi se reposer la question de son éthique politique. Bien sûr. Et de son intelligence diplomatique qui est complètement bafouée. C'est-à-dire, les gens parfois me disent « Simon, en Europe, il ne se passe rien. » Si, ce rien n'est pas un rien. Ce rien est quelque chose. Il est la faillite absolue de toutes nos émancipations, de toutes nos valeurs, de tous nos combats démocratiques. Voilà, c'est ça ce rien. Ce silence, c'est ça. Et moi, c'est en tant que Français que je m'adresse, et en tant qu'Européen, et en tant que citoyen d'un monde que je voudrais meilleur pour le plus grand nombre. Mais d'entendre et de voir ce qui se passe en ce moment, et là, je continue à être abasourdi. C'est-à-dire que le jour où je ne serai plus étonné, c'est que j'aurai déposé les armes intellectuellement et politiquement et spirituellement. Et ça, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas, tout dit d'un coup, non, de toute façon, le monde a changé, c'est comme ça. Je ne veux pas que le calcul l'emporte sur la parole. La parole, je veux dire, diplomatique, voire philosophique et politique. Je ne veux pas. Vous parlez d'une menace quasi existentielle. Est-ce qu'avec la disparition du Haut-Karabakh, vous avez peur un jour que, je sais pas, que l'Arménie soit rayée de la carte? Parce que c'est ça, qu'elle soit sacrifiée, en fait. La question est dans votre réponse. Enfin, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire, quand on en arrive à se poser ce genre de questions, c'est que la situation est grave. Elle est très grave, la situation. Et le but inavoué. Vous savez que Mustafa Kemal, pour revenir à l'histoire, quand fait pression sur Lénine en disant il faut créer un foyer azéri, donc turc, de l'autre côté du Caucase, c'est pour pouvoir à un moment donné continuer. Et il y a eu des massacres en 1917 à Chouchi, qu'ils appellent maintenant Choucha. Il y a eu 10 000 morts. Il y a eu les pogroms de Sumgaït, de Bakou, parce que les Arméniens du Ralapar, après la chute du mur, voulaient, selon la loi soviétique et selon le droit international, avoir le droit à leur émancipation. Donc, un peuple qui veut vivre comme le Kosovo l'a fait, en dehors de là où on l'avait imposé de vivre. On lui avait imposé de vivre, et par cet référendum qui a lieu, les Azéris répondent par des pogroms. Donc les Arméniens prennent les armes. Mais tout ce qu'on entend, évidemment, nous émeut considérablement, et on est d'accord. Mais que dites-vous à ceux qui rappellent que l'Arménie de Pachinian n'a pas reconnu le Haut-Karabakh, que le Haut-Karabakh, en termes de droit international, n'a été reconnu par aucun pays? Très bien. Et donc là, comment on fait avec ce droit international, sachant que personne, encore une fois, n'a reconnu ce territoire comme étant arménien, même pas l'Arménie. Nous, c'est vrai que c'est un peu troublant pour nous. Pour moi aussi. Mais pour moi aussi, c'est-à-dire que l'Arménie, à l'époque quand Kocharyan arrive après Dervinassian, il n'emmène pas la délégation de l'Artsakh avec eux pour négocier avec l'Asie. Ils ne les amènent pas. Ils les laissent dehors, ils disent on va s'en charger, vous inquiétez pas. Ça, c'est l'erreur majeure qui est faite. Mais admettons, c'est une erreur politique majeure pour moi que d'avoir abandonné, ne pas avoir reconnu le Haut-Karabakh. Mais disons-nous une chose. Par exemple, les Écossais veulent s'émanciper du Royaume-Uni, ou un jour les Basques voudraient s'émanciper de la France. Faudrait-il pour autant les massacrer ? Eux qui sont dans le droit, qui sont dans un pays dont les frontières sont internationales. Vous utilisez cette image dans une tribune que vous avez fait paraître dans le Figaro. C'est pourquoi ? C'est pour qu'on comprenne finalement que ça pourrait... que les Arméniens sont plus proches de nous qu'on le croit, ou parce Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'à un moment donné, quand une entité
étatique, reconnu par par le monde international, cherche à vous annihiler, à vous tuer, vous cherchez à vous en séparer. Vous ne pouvez pas vivre avec ces gens-là. Et ils ne peuvent pas vivre avec nous, nous ne voulons pas vivre avec eux. Sachant que Staline a donné enfin, je le répète, c'est un peu fatigant, mais il faut que je le répète, c'est que Staline, pour pouvoir plaire à Mustafa Kemal, a cédé. Lénine et Staline ont cédé cette enclave-là, qui est l'Arménie historique. C'est là où a été écrite l'alphabet arménien. Donc, on s'en fout, moi pas. Moi pas. C'est-à-dire que l'histoire de France, je ne peux pas m'en foutre non plus, l'histoire de l'Angleterre non plus. C'est-à-dire qu'on se construit sur une histoire. Soit qu'on continue à comprendre, soit qu'on ignore, et du coup on réinvente un autre récit qui est celui du plus fort, du conquérant, Et à partir de ce moment-là, et en 23, l'Artsakh, qu'on appelle aujourd'hui le Haut-Karabakh, réussit à imposer son autonomie. Elle réussit à le faire. Mais bon, on ne peut plus vivre ensemble. On dit aux Arméniens, partez. On vous tue, on vous massacre, on vous viole, on vous démembre, on démembre vos soldats. Les vidéos existent. Si les gens sont dubitatifs là-dessus, on peut les publier, mais c'est tellement horrible à voir que personne n'osera lever les yeux sur ces actes-là. On égorge, on décapite des enfants dans des classes. Après, les Azéris vont dire, dernièrement, les Azéris vont dire, prouvez-le. Alors, vous dites, prouvez-le, vous prouvez que c'est pas vrai, puisque vous avez des antécédents de crimes de masse, de pogroms. Vous prouvez-le. Où sont-ils les Arméniens de l'Anatolie aujourd'hui ? Et les Grecs de l'Anatolie sont-ils ? Là, ça nous ramène au génocide de 1915, en fait. C'est lié. Mais les Arméniens, c'est un peuple sous une menace existentielle perpétuelle. En fait, vous en avez déjà un peu parlé, mais on va revoir l'image quand même. Ça s'est passé en début de semaine au Nakhitchevan, donc c'est une province azerbaïdjanaise. La rencontre entre Erdogan et Aliyev. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux hommes-là ? Ils veulent continuer le génocide pour vous ? Ah bah oui. Pour moi, ça pose pas de question. Il y a un terme en Turquie qui existe qui nous appelle ceux qui ne sont pas morts, les restes de l'épée. Les restes de l'épée. Donc les nationalistes turcs utilisent ce terme. Et beaucoup d'hommes politiques continuent à nous dire, n'oubliez pas la leçon de 1915, ou alors on va finir le boulot de 1915. Donc regardez-le, le type, il fait de la muscu, il a des t-shirts serrés, mais ça raconte, je veux dire, moi je suis acteur, quand je vois ça, ça raconte quelque chose. Ça projette une image. Bien sûr. Claire. Alors justement. Bien sûr. Oui, puisque vous parlez de cette histoire qu'il ne faut pas oublier, vous avez souvent joué dans des films, par exemple de Robert Guédiguian, on parle du voyage en Arménie. Est-ce que c'est important aussi de restituer la vérité historique parmi ces films ? Est-ce qu'en jouant comme ça dans ces films-là, vous écrivez aussi l'histoire ? Tout ce qui est oublié est perdu. Et tout ce qui est perdu ne peut pas participer à la construction de l'avenir. Nous devons, il est de notre devoir, et moi je ne parle pas d'un devoir mémoriel, je parle d'un mémoire de l'imaginaire, enfin un travail de l'imaginaire, une construction intellectuelle et artistique de l'imaginaire pour qu'on puisse continuer à dire de différentes manières ce qui s'est passé et ce qui risque de recommencer. C'est tout. Bien sûr que c'est important pour moi de le faire, comme c'est important pour moi de jouer dans un film qui raconterait la résistance ou autre. Ce qui est le cas d'ailleurs, puisque vous allez incarner Charles de Gaulle. Ouais, j'essaye. Vous essayez ? Ouais. Sur la question, justement sur la période de la guerre et de la résistance. Oui, 40-44. Et je vous assure que ce langage-là, qui est porteuse de pensée, qui est porteuse de passion, manque aujourd'hui. Le général de Gaulle manque. Cette parole-là, c'est pas le général de Gaulle. C'est déjà le général de Gaulle est incarné par quelque chose qui le dépasse. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est complètement en dehors du langage et de la pensée, qui est soumis, au marché. C'est-à-dire que tout ça est sacrifié sur l'autel des échanges commerciaux et gaziers. Je dis pas qu'il faut pas faire de commerce, mais il faut pas oublier qu'est-ce qui nous constitue, qu'est-ce qui nous construit intellectuellement, politiquement. La France et l'Arménie sont des peuples proches quand même. Il y a beaucoup d'Arméniens en France. Donc, vous trouvez il y a de l'histoire aussi. Il y a une histoire commune. Vous trouvez du réconfort à l'attention qu'on prête quand même à la situation des Arméniens. Vous dites sans action politique, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours trouvé du réconfort en France. La question du réconfort, elle se pose pas. C'est pas ça. Non, cette question pour moi ne se pose pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France ne me doit rien. Je ne peux pas dire à la France, fais ça parce que j'ai besoin, on le voit. C'est pas ça. La France se doit quelque chose à elle-même, à ses principes, à son courage qui aujourd'hui a déménagé.
Le courage, il est dans le camp des ennemis. C'est eux qui sont dans l'audace. C'est eux qui sont dans de dire je fais ça, tu dis rien, parce que l'impunité existe à cause de pour diverses raisons, c'est-à-dire les accords gaziers, ça c'est quand même 3%, les accords gaziers avec l'Azerbaïdjan de la consommation européenne. Et on a l'impression que l'audace politique, l'audace et le courage a déménagé. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont des mercenaires de la finance et qui ne travaillent pas pour le bien de leur comment dire, qui ne défendent pas les idéaux qui les constituent, qui les fondent, quoi. Moi, c'est cette France-là que j'aime. C'est cette France-là. Si je dois remercier une France, c'est celle-là que je remercie. C'est pas une autre.